lettrés, de bon esprit et de bon jugement qui se trouvent aujourd'hui chez nous, il y en avait certains qui prissent la peine d'écrire, de la manière que nous venons de dire, dans notre langue, des choses dignes d'être lues. Nous la verrions bientôt devenir bien polissée et riche en termes et en belles figures, de manière que l'on pourrait s'en servir pour écrire, aussi bien que de n'importe quelle autre langue. Ce ne serait peut-être pas la pure langue toscane ancienne, mais ce serait la langue italienne commune, riche et variée, semblable à un délicieux jardin rempli de fleurs et de fruits. Et ce ne serait point chose nouvelle, car les écrivains grecs, en choisissant dans chacune des 4 langues qui étaient en usage chez eux, les mots, les modes et les figures qui leur convenaient, en faisaient naître une autre qui s'appelait commune. Et puis sous un seul nom, ils les appelaient toutes les 5 langues grecques. Et bien que l'athénienne fût plus élégante, pure et éloquente que les autres, les bons écrivains qui n'étaient pas nés athéniens ne l'affectaient pas au point que dans leur manière d'écrire, et pour ainsi dire à l'odeur propre de leur parler naturel, on ne put les reconnaître, et ils n'étaient pas pour autant méprisés, mais c'étaient plutôt ceux qui voulaient paraître par trop athéniens qui étaient blâmés. Parmi les auteurs latins aussi, il y en eut beaucoup qui de leur temps furent appréciés, bien que chez eux on ne put voir cette pureté particulière de la langue romaine que n'acquièrent que rarement ceux qui sont d'une autre nation. Tite-Live ne fut pas rejeté encore que quelqu'un ait dit avoir trouvé chez lui une certaine patavinité, ni Virgile, bien qu'il lui fût reproché de ne pas parler romain. Bien mieux, comme vous savez, il y eut beaucoup d'écrivains originaires de nations barbares qui furent lus et estimés à Rome. La patavinité était un provincialisme padouan, ce reproche était fait à Tite-Live par Quintilien. Mais nous, beaucoup plus sévères que les anciens, nous nous imposons à nous-mêmes, hors de propos, certaines lois nouvelles, et ayant devant nos yeux des chemins battus, nous cherchons à emprunter des sentiers détournés, car dans notre propre langue, qui comme toutes les autres a pour office d'exprimer bien et clairement les conceptions de l'esprit, nous prenons plaisir à l'obscurité, et tout en l'appelant langue vulgaire, nous voulons employer, quand nous nous en servons, des mots qui ne sont pas compris. Je ne dirais pas seulement du vulgaire, mais même dans des gentilshommes et des lettrés, et que l'on n'emploie nulle part sans tenir compte du fait que tous les bons auteurs anciens condamnent les mots qui sont rejetés par la coutume. Et la coutume, à mon avis, vous ne la connaissez pas bien, car vous dites que si quelque façon de parler fautive a été adoptée par les ignorants, on ne doit pas pour cela l'appeler coutume, ni l'accepter comme une règle de langue. Et vous voulez ensuite, comme je vous l'ai entendu dire d'autres fois, qu'au lieu de Capitolio, l'on dise Campidolio, au lieu de Hieronimo, Girolamo, Audace pour audace, Padrone pour patrone, et autres mots semblablement corrompus et altérés, parce qu'on les trouve écrits ainsi par quelques vieux toscans ignorants, et parce que les paysans de Toscane disent ainsi aujourd'hui. Je pense donc que la bonne coutume d'une langue naît des hommes qui ont de l'esprit et qui par le savoir et l'expérience ont acquis un bon jugement grâce à quoi ils s'accordent et consentent à admettre les mots qui leur paraissent bons et que l'on reconnaît par un certain jugement naturel et non d'après un art ou une règle quelconque. Ne savez-vous pas que les figures du discours qui donnent tant de grâce et de lustre à la parole sont toutes des violations des règles grammaticales, mais qu'elles sont acceptées et confirmées par l'usage, parce que sans qu'on puisse en rendre autrement raison, elles plaisent et semblent procurer de la suavité et de la douceur à nos oreilles. Je crois que c'est là la bonne coutume, et que les Romains, les Napolitains, les Lombards et les autres peuvent en être aussi capables que les Toscans. Il est bien vrai qu'en chaque langue, certaines choses sont toujours bonnes, comme la facilité, le bon ordre, l'abondance, les belles phrases, les clausules rythmées, et au contraire, l'affectation et les autres choses opposées à celles dont nous venons de parler sont mauvaises. Mais quant aux mots, certains restent bons quelque temps et puis vieillissent et perdent leur grâce, d'autres prennent de la force et deviennent appréciés, car de même que les saisons de l'année dépouillent la terre de ses fleurs et de ses fruits, et puis de nouveau la revêtent d'autres, de même temps fait choir ses premiers mots, et l'usage en fait renaître d'autres à nouveau, et leur bonne donne grâce et dignité, jusqu'à ce qu'étant peu à peu rongés par la morsure envieuse du temps, ils finissent eux aussi par mourir, parce que finalement nous-mêmes,
et tout ce qui nous appartient, nous sommes mortels. Considérez que nous n'avons plus aucune connaissance de la langue osque. La langue provençale, qui, il y a peu de temps encore, on peut le dire, était célébrée par de nobles écrivains, n'est maintenant plus comprise par les habitants de ce pays. Je pense donc, comme a dit très bien le Seigneur Magnifique, que si Pétrarque et Boccaccio étaient présentement en vie, ils ne se serviraient pas de beaucoup de mots que nous lisons dans leurs écrits. C'est pourquoi il ne me paraît pas bon que nous imitions ces mots. Je loue au plus haut point ceux qui savent imiter ce qui doit être imité, mais je ne crois pas qu'il soit impossible de bien écrire aussi sans imiter, et surtout en notre langue dans laquelle nous pouvons être aidés par la coutume, ce que je n'oserais pas dire de la langue latine. Pourquoi voulez-vous, dit alors Messire Federico, que la coutume soit davantage estimée dans la langue vulgaire que dans la latine? Bien au contraire, répondit le comte, je pense que la coutume doit être la maîtresse de l'une et de l'autre, mais puisque les hommes auxquels la langue latine était aussi propre que maintenant l'est à nous la langue vulgaire, ne sont plus de ce monde, il est nécessaire que nous apprenions par leurs écrits ce qu'ils avaient appris par la coutume, car la langue ancienne ne signifie rien d'autre que la coutume ancienne de parler, et ce serait chose sotte que d'aimer la langue ancienne uniquement pour pouvoir parler comme on parlait plutôt que comme on parle. Les anciens, répondit Messire Federico, n'imitaient-ils donc pas? Je crois, dit le comte, que beaucoup imitaient, mais pas en toutes choses, et si Virgile avait imité en tout Hésiode, il ne l'aurait pas surpassé ni Cicéron, Crassus, ni Ennius, ses prédécesseurs. Regardez Homère, il est si ancien que beaucoup croient qu'il est le premier poète héroïque, aussi bien dans le temps que dans l'excellence du style. Que voudriez-vous qu'il eût imité? Un autre, répondit Messire Federico, plus ancien que lui, dont nous n'avons pas connaissance à cause de sa trop grande ancienneté. Que diriez-vous donc, dit le comte, que Pétrarque et Boccaccio aient imité, eux dont on peut dire qu'ils sont venus au monde il y a 3 jours à peine? Je n'en sais rien, répondit Messire Federico, mais on peut croire qu'eux aussi ils avaient eu l'esprit porté à l'imitation, bien que nous ne sachions pas de qui. On peut croire, répondit le comte, que ceux qui étaient imités étaient meilleurs que ceux qui les imitaient, et il serait bien étonnant que leur nom et leur renommée, s'ils étaient bons, se fussent sitôt entièrement éteints. Mais leur vrai maître, je crois que ce fut leur esprit et leur propre jugement naturel, et personne ne doit s'en étonner, parce qu'on peut tendre presque toujours par diverses voies au comble de l'excellence, et il n'y a pas de nature qui n'ait en elle beaucoup de choses de même sorte différentes l'une de l'autre, qui pourtant sont entre elles également dignes de louange. Voyez la musique, dont les harmonies sont parfois graves et lentes, parfois très rapides et de modes et moyens nouveaux. Néanmoins, toutes donnent du plaisir, mais pour diverses causes, comme on le comprend dans la manière de chanter de Bidone, chanteur de la chapelle du pape Léon X, qui est si pleine d'art, si prompte, véhémente, excitante et si riche en mélodies différentes, que les esprits de celui qui l'entend sont tous émus et s'enflamment, et ainsi ravis, semblent s'élever jusqu'au ciel. Notre Marquet Tocard n'aime pas moins par sa manière de chanter, mais c'est avec une harmonie plus douce, qui par une voix tranquille et pleine d'une plaintive douceur attendrit et pénètre les cœurs, imprimant en eux d'une manière suave une passion délectable. Diverses choses aussi plaisent également à nos yeux, si bien qu'on peut juger à grand-peine lesquelles leur sont le plus agréables. Vous voyez qu'en peinture, Léonard de Vinci, Mantegna, Raphaël, Michel-Ange, Giorgio di Castelfranco sont très excellents et néanmoins ils sont tous différents entre eux dans leur façon de peindre, de sorte que rien ne semble manquer à aucun d'eux dans leur manière, parce que chacun est connu comme très parfait dans son style. Il en va de même de beaucoup de poètes grecs et latins qui diffèrent dans leur façon d'écrire, sont égaux en gloire. Les orateurs aussi ont toujours été si dissemblables entre eux que presque chaque âge a produit et estimé une sorte d'orateur particulière à l'époque. Ils ont été différents, non seulement de leurs prédécesseurs et successeurs, mais aussi entre eux, comme on écrit que l'étaient chez les Grecs Isocrate, Lysias, Eschine et de nombreux autres, tous excellents, mais pourtant ne ressemblant à aucun autre, hormis à eux-mêmes. Chez les Latins, ensuite, Carbon, Laelius, Scipion l'Africain, Galba, Sulpicius,
Brutus, Cotta, Gracchus, Marc-Antoine, Crassus et tant d'autres, qu'il serait trop long de nommer, ont tous été bons mais très différents l'un de l'autre, de sorte que celui qui pourrait considérer tous les orateurs qui ont été au monde trouverait autant de manières de parler qu'il y a d'orateurs. Il me semble aussi me souvenir que Cicéron, dans un certain passage, fait dire à Marc-Antoine, s'adressant à Sulpicius, que nombreux sont ceux qui n'imitent personne et qui néanmoins parviennent au souverain degré de l'excellence. Et il parle de certains qui avaient introduit une nouvelle forme et un nouveau style d'éloquence, qui était beau mais inusité aux autres orateurs de ce temps-là, et dans lequel ils n'imitaient qu'eux-mêmes. C'est pourquoi il affirme encore que les maîtres doivent considérer la nature de leurs disciples, afin que, se guidant d'après elle, ils les dirigent et les aident dans la voie où leur esprit et leur disposition naturelle les inclinent. Pour cette raison, messire Federico, mon ami, je crois que si quelqu'un n'a pas naturellement de la convenance avec un auteur, il n'est pas bon de le forcer à l'imitation de celui-ci, parce que la vigueur de son esprit s'amortit et demeure empêchée, parce qu'elle est dévoyée du chemin dans lequel elle aurait profité si on ne lui avait pas barré. Je ne vois donc pas comment il serait bon, au lieu d'enrichir cette langue et de lui donner esprit, grandeur et lumière, de la rendre pauvre, faible, basse et obscure, et de chercher à la soumettre à de telles contraintes que chacun soit forcé d'imiter seulement Pétrarque et Boccace. Je ne vois point pourquoi on ne devrait pas donner également créance à Policien, à Laurent de Médicis, à Francesco di Aceto et à certains autres qui sont eux aussi toscans et qui ont peut-être pas moins de savoir et de jugement que n'en eurent Pétrarque et Boccace. Et véritablement ce serait grande misère de s'arrêter sans vouloir aller plus loin que n'a fait celui qui a pour ainsi dire écrit le premier, et de désespérer qu'un si grand nombre de nobles esprits puissent jamais trouver plus d'une seule belle manière de parler, plus d'une belle manière de parler dans cette langue qui leur est propre et naturelle. Mais aujourd'hui, il y a certains scrupuleux qui, faisant en quelque sorte de leur langue toscane une religion au mystère ineffable, épouvantent ceux qui les écoutent de manière qu'ils amènent même beaucoup d'hommes nobles et lettrés à une crainte si grande qu'ils n'osent pas ouvrir la bouche et confessent ne pas savoir parler dans la langue qu'ils ont apprise de leur nourrice dès le berceau. Mais il me semble que nous avons trop longuement parlé de cette matière. Poursuivons donc désormais la discussion sur le courtisan. Alors, messire Federico répondit, « Je veux dire encore un petit mot. Je ne nie point que les opinions et les esprits des hommes ne soient différents entre eux, et je ne crois pas qu'il serait bon qu'un homme véhément et vif par nature se mît à écrire des choses paisibles, ni qu'un autre sévère et grave écrivît des plaisanteries, car en cela il me semble raisonnable que chacun suive son propre instinct. C'est de cela, je pense, que Cicéron parlait quand il dit que les maîtres devaient avoir égard à la nature de leurs disciples pour ne pas faire comme les mauvais agriculteurs qui veulent parfois semer du blé sur un terrain qui est seulement fructueux pour les vignes. Mais il ne peut m'entrer dans la tête que dans une langue particulière qui n'est pas propre à tous les hommes, comme le sont le fait de discourir, de penser et bien d'autres opérations, mais une invention contenue dans certaines limites, il ne soit pas plus raisonnable d'imiter ceux qui parlent mieux que de parler à l'aventure, et que de même qu'en latin on doit s'efforcer de s'approcher de la langue de Virgile et de Cicéron plutôt que de celle de Silius Italicus ou de Tacite. Pareillement, il ne soit pas meilleur dans la langue vulgaire d'imiter celle de Pétrarque et de Boccace plutôt que celle de n'importe qui d'autre, et de s'en servir pour exprimer ses idées tout en suivant, comme l'enseigne Cicéron, son instinct naturel. Et ainsi on trouvera que la différence que vous dites exister entre les bons orateurs consiste dans les idées et non dans la langue. Je crains, dit alors le comte, que nous nous lancions dans un débat interminable et que nous abandonnions notre premier propos qui concernait le courtisan. Néanmoins, je vous demande en quoi consiste la bonne qualité d'une langue. Dans le fait que l'on conserve bien ses propriétés, répondit messire Federico, et qu'on l'apprend dans la signification dans laquelle l'on prise tous ceux qui ont bien écrit en se servant de leur style et de leur cadence. Je voudrais, dit le comte, savoir si le style et les cadences dont vous parlez naissent des idées ou des mots.
Des mots, répondit Messire Federico. Ne vous semble-t-il donc pas, dit le comte, que les mots de Silius et de Tacite sont ceux-là même dont se servent Virgile et Cicéron, et qu'ils sont pris dans la même signification? Oui, certes, répondit Messire Federico, ils sont bien les mêmes, mais certains sont mal appliqués et pris différemment. Le comte répondit, et si d'un livre de Tacite et de Silius on notait tous les mots qui sont mis dans une autre signification que celle que donnent Cicéron et Virgile, ils ne seraient pas nombreux. Ne diriez-vous pas alors que pour ce qui est de la langue, Tacite fut l'égal de Cicéron et Silius de Virgile, et qu'il serait bon d'imiter cette manière de s'exprimer ?